Monsieur le maire, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, enfin, un cuisinier à l'Académie des Beaux-Arts. Ils ont mis le temps. Le 13 novembre 2024, donc il y a presque un an, l'Académie des Beaux-Arts a élu en son sein notre ami le grand chef Guy Savoy dans la section des membres libres sur le fauteuil laissé vacant par le grand mécène Michel David Veil. Dans cette section siègent des conservateurs de musées comme Henri Loiret ou Christophe Le Ribaud, des mécènes comme Marc Ladret de la Charrière, des amis et serviteurs des arts comme Patrick de Carolis ou Adrien Goetz, et des interprètes talentueux comme William Christie ou Muriel Mayette. Y siégèrent naguère quelques artistes créateurs comme le chorégraphe Maurice Béjart ou le couturier Pierre Cardin. Mais cette très très noble compagnie n'avait jamais encore élu de cuisinier. C'est enfin chose faite, ce qui est parfaitement légitime et heureux, comme je vais tenter de le démontrer. Alors je commencerai d'abord par un petit rappel de ce que sont les beaux-arts, dont la liste, la définition et la liste ont beaucoup changé au cours de l'histoire. Tout commence avec Platon, qui attribue à chaque art une des 9 muses, et les muses, vous le savez, j'imagine, ou vous vous en souvenez, sont les filles de Zeus et de la déesse de la mémoire, Mnémosyne. Alors je les cite: Clio pour l'histoire, Euterpe pour la musique, Thalie pour la comédie, Melpomène pour la tragédie, Terpsichore pour la poésie lyrique et la danse, Erato pour le chant nuptial, Polymnie pour la pantomime et la rhétorique, Uranie pour l'astronomie et l'astrologie, Calliope pour la poésie éthique. Pas de cuisine. Alcuin, l'écolâtre de la cour de Charlemagne, établit la liste des 7 arts libéraux, c'est-à-dire des disciplines qu'il convient d'enseigner dans les écoles. Les 3 premiers, c'est ce qu'il appelle le trivium, qui concerne la maîtrise de la langue, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, et l'autre catégorie, le quadrivium, voué au pouvoir des nombres, arithmétique, musique, géométrie, astronomie. Rien à voir avec ce qu'on appelle les beaux-arts aujourd'hui. Les arts mécaniques qui se pratiquent au Moyen-Âge et à la Renaissance dans les guildes sont le tissage de la laine, l'armement, la navigation, l'agriculture, la chasse, la médecine, le théâtre. Les autres transformations des matières premières relèvent de ce qu'on appelle à l'époque les arts serviles. Ce sont quelques-uns de ces derniers qui sont qualifiés à partir du XVIIIe siècle en France de beaux-arts. À l'Académie royale de peinture et de sculpture, créée en 1648, ancêtre de l'école des beaux-arts de Paris, ils sont d'abord 2 seulement, la peinture et la sculpture. S'y ajouteront un peu plus tard l'architecture et la gravure, qui sont maintenant au sein de l'Académie des beaux-arts. C'est à cette époque qu'il est admis qu'il existe 6 arts: l'architecture, la sculpture, la peinture associée au dessin, la musique, la littérature associée à la poésie, le théâtre associé à la danse, au mime et au cirque. Et c'est bien plus tard, en 1911, qu'arrivera le 7e art, c'est-à-dire le cinéma. L'Académie des Beaux-Arts, donc créée en 1816, est l'héritière des Académies royales de peinture et de sculpture, créées en 1648, de l'Académie de musique, créée en 1669, et de l'Académie d'architecture, créée en 1671. Elle compte aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, mes chers consoeurs et confrères, 9 sections: peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, composition musicale et membres libres. Création artistique dans le cinéma et l'audiovisuel, c'est une autre section, photographie et chorégraphie. La section des membres libres permet d'associer d'autres pans de la création artistique, dont la cuisine, maintenant, la mode ou le théâtre, mais bien d'autres pans de la création artistique demeurent encore dans l'ombre. Je vous glisse à l'oreille l'art des jardins, le paysagisme, l'art floral, la parfumerie, très important, l'art du vin, voire les arts martiaux, et il y a même, on parle des arts divinatoires. Je ne sais pas s'ils rentreront un jour à l'Académie des Beaux-Arts, mais pourquoi pas. Alors, venons-en au long processus qui a permis l'élection de Guy Savoy au sein de l'Institut de France. Le repas gastronomique, ça vient d'être rappelé à 2 reprises. Le repas gastronomique des Français a été inscrit en 2010 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Francis l'a dit, ça n'a pas été très facile, car pour l'UNESCO,
Comme pour le ministère français de la Culture à cette époque, en 2010, la gastronomie ne relevait pas de la culture, et alors encore moins des beaux-arts, mais plutôt de l'artisanat et du commerce. Donc c'était une activité mercantile. 2 ans plus tard, en 2012, l'Institut de France, dont le chancelier était alors Gabriel de Broglie, a accepté d'abriter, je crois que c'est à l'initiative aussi de Francis Chevrier, la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire, liée à l'IEHCA de Tours. L'un de ses objets est de décerner chaque année le prix Rabelais à une personne, et je cite les statuts, pour son œuvre au service de la mise en valeur du patrimoine culturel alimentaire en France et dans le monde. Depuis, 12 lauréats ont été distingués et 2 prix d'honneur ont été attribués. Permettez-moi de les citer, parce que ça joue un rôle dans le processus que j'essaye de décrire. Donc, le premier a été un historien, Massimo Montanari, historien italien bien connu. Puis, pour la première fois, un cuisinier qui a reçu cette récompense donc à l'Institut, Michel Guérard, qui nous a hélas quittés l'an dernier. Ensuite, excusez du peu, un prince héritier, Charles, prince de Galles, promoteur des produits Diucci dans les Cornouailles. Ensuite, un vigneron, donc ça, il n'y a pas encore de vigneron à l'Institut, mais ça va venir, Aubert de Vilaine, co-gérant du domaine de la Romanée-Conti. Ensuite, une autre cuisinière, mais en même temps anthropologue, Fatema Hall, cuisinière et anthropologue franco-marocaine. Puis, avec un prix d'honneur, un grand énologue que tout le monde connaît ici en Touraine. Je veux parler de Jacques Puiset, qui nous a aussi, hélas, quittés il y a quelques années. Prends ma place, c'est ça, comme ça, bravo, c'est sympa. Non, mais ça fait rien, je me mettrai sur tes genoux. Ensuite, Carlo Petrini, fondateur italien de Slow Food International. François-Régis Gaudry, journaliste et critique gastronomique. Evelyne Debourg, ça rejoint votre préoccupation, monsieur le maire, cantinière magnifique et auteur gastronomique. Marine Mandrilla, cofondatrice de l'association Refugee Food. Dominique Enract, qui sera présent, je crois, demain ou après-demain, président de la Confédération nationale de la boulangerie, promoteur de l'inscription de l'art de la baguette de pain au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mary et Philip Hyman, des historiens américains qui sont les coordonnateurs de l'inventaire du patrimoine culinaire français. Un autre cuisinier qui a reçu un prix d'honneur, c'est Bernard Pacot, qui vient de raccrocher son tablier dans son restaurant magnifique de Paris, l'Ambroisie. Et cette année, dans quelques jours, nous décernerons le prix Rabelais à Déborah Dupont-Daguet, qui est la propriétaire et créatrice de la librairie gourmande de Paris et de Dijon. Alors, c'est sans difficulté que le jury, pour moitié composé de membres des académies de l'Institut de France, en font partie donc le médiéviste André Baucher, le neurobiologiste qui nous a quittés Jean-Didier Vincent, les écrivains Xavier Darcos et Daniel Salnave, l'architecte Jean-Michel Villemotte et votre serviteur. Et ce jury, alors il y a d'autres membres, dont Francis Chevrier, etc. Et ce jury a porté son choix à 3 reprises sur des cuisiniers, donc, et une fois sur un vigneron. La voie était donc tracée pour l'élection d'un cuisinier sur un fauteuil de l'une des académies. Alors, plusieurs des membres de l'Institut qui s'intéressaient à ce sujet pensaient depuis longtemps que l'Académie des Beaux-Arts était la plus idoine pour accueillir un tel membre. Mais il y a 10 ans, il faut bien reconnaître que l'Académie ne manifestait pas un enthousiasme très, très prononcé pour ce choix. On ne parlait même pas du nom, on ne prononçait pas le nom de Guy Savoie, mais l'idée d'avoir un cuisinier à l'Académie des Beaux-Arts apparaissait comme un peu farfelu. Il valait mieux un graveur de plus. Alors permettez-moi de trahir une confidence que son auteur me pardonnera depuis l'au-delà où il repose en paix, j'en suis certain. Ça se passait au début des années 2010, je n'ai plus la date exacte en tête, c'était le chancelier Gabriel de Broglie qui me dit « S'ils ne veulent pas, il nous faudra en élire un à l'Académie des sciences morales et politiques ». J'ai approuvé, bien entendu, cette idée, mais je ne suis pas certain que les choses auraient été si faciles que cela aux sciences morales et politiques, même si moi j'aurais pesé de tout mon poids qui est trop faible. Enfin, j'ai encore... pour parvenir à ce succès, même dans la section générale. Alors heureusement,
il y avait Laurent Petit-Girard qui venait de prendre ses hautes fonctions de secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, qui, comme vous le savez, est un grand musicien. Et pour lui, un piano, c'est un Steinway, mais c'est aussi un endroit où on fait la cuisine. Et pour lui, il n'y a pas de différence entre les deux. Ce sont deux instruments aussi nobles l'un que l'autre. Et il faut bien reconnaître que pendant une dizaine d'années, Laurent a fait preuve d'un talent persuasif, affectueux auprès de tous ses confrères. Un peu de gourmandise partagée aussi, si j'ai bien compris comment ça s'est passé. En tout cas, grâce soit rendue à Laurent, qui nous manque aujourd'hui. Il se remet d'une opération, mais il va très bien, rassurez-vous. Je lui ai envoyé ce texte pour voir si je disais pas trop de bêtises, donc il ne m'a pas contredit, donc il assume. Alors, reportons-nous maintenant, essayons d'aller un peu plus loin dans le passé, 224 ans en arrière. Un ancien juge de paix, devenu un homme de lettres, qui vécut entre le Forez et le Brionnais, au sud de la Bourgogne, qui s'appelait Joseph Berchoux, a publié en 1801 un poème de 1000 vers intitulé « La gastronomie ou l'homme des champs à table ». Ce texte badin joue un grand rôle dans l'histoire culturelle de la France, puisqu'il a exhumé un vieux mot grec oublié depuis des siècles, le mot gastronomie, ce qui veut dire législation de l'estomac. A priori, ce n'est pas très poétique, mais c'est quand même ce qu'a fait Berchoux. Et alors, ce mot gastronomie, il ne l'a pas inventé. C'est un mot qui est le titre d'un ouvrage perdu d'un écrivain grec qui vivait au temps de Périclès, donc 500 ans avant Jésus-Christ, et qui s'appelait La gastronomie, Gastronomia. Et Archestrate, qui est le nom de l'auteur de ce livre perdu, était un gourmet vivant donc à cette époque et dans lequel dans ce livre, il décrivait tous les bons produits des côtes méditerranéennes et la manière de les apprécier. Heureusement, tout n'a pas été perdu, puisque sur ce livre qui devait être assez gros, 328 vers ont été repris, recopiés, etc. Et on les retrouve dans un livre d'Athénée de Naucratis, écrit en 228 après Jésus-Christ, qui s'appelle les De Hypnosophistes, où il y a un certain nombre de passages de livres perdus qui sont reproduits. Et voici ce qu'on peut lire dans ce livre. Enfin, c'est du moins le passage d'Archestrate qu'on trouve dans les De Hypnosophistes. C'est pour toute la Grèce que j'écris ces préceptes, afin qu'on mange ensemble à une même table délicate et qu'on ne soit pas plus de 3 ou 4, tout au plus 5. Autrement, c'est une tente de soldats maraudeurs. Donc, il plaide pour la gastronomie en petit comité au cours le repas au cours duquel on échange des propos, non pas savants, des propos badins, mais bien choisis et pas dans le brouhaha. Alors, Berchoux trouve ce texte absolument délicieux. Il se délecte des fragments qu'il a retrouvés et il l'écrit dans Berchoux. Il est l'auteur, Archestrate, d'un poème intitulé « La gastronomie ». Cet auteur fut l'ami d'un des fils de Périclès. Il avait parcouru les terres et les mers pour connaître par lui-même ce qu'elles produisent de meilleur. Il s'instruisait dans ses voyages, non des mœurs des peuples dont il est inutile de s'instruire, puisqu'il est impossible de les changer, mais il entrait dans les laboratoires où se préparent les délices de la table. Et il n'eut de commerce qu'avec des hommes utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lumière et ne contient pas un vers qui ne soit un précepte. C'est dans cette école que plusieurs cuisiniers ont puisé les principes d'un art qui les a rendus immortels. Voilà. Donc, je vous cite quelques vers de Berchoux, et en particulier le dernier que vous apprécierez, puisqu'il précède directement ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors, il écrit « Je me suis emparé d'une heureuse matière. Je chante l'homme à table et dirai la manière d'embellir un repas. Je dirai le secret d'augmenter les plaisirs d'un aimable banquet, d'y fixer l'amitié et s'y plaire sans cesse, et d'y déraisonner dans une douce ivresse. Approche, dieu joufflu de la mythologie, Comus. Vous savez que Comus était le dieu romain de la joie, de la bonne chère et du libertinage. Tout ça va ensemble. Donc, approche, dieu joufflu de la mythologie, Comus, viens me montrer ta mine réjouie, souris à mon projet et protège mes vers. Qu'il soit digne de toi comme de l'univers. Je vais, dans mon ardeur poétique et divine, accrochez-vous, mettre au rang des beaux-arts celui de la cuisine. C'est la première fois qu'on évoque l'idée de faire entrer la cuisine au sein
des Beaux-Arts. C'est donc un vers très très important sans lequel jamais Guy Savoie ne serait rentré à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, 25 ans plus tard, on est en 1826, et en fait c'est en décembre 1825, donc il y a exactement 200 ans, un autre gastronome très célèbre, Brillat-Savarin, qui est le père du modèle gastronomique français, écrit un mois et demi avant de mourir, La physiologie du goût, qui est paru, donc c'est daté 1826, mais c'est imprimé en décembre 1825. Et Brillat-Savarin utilise à plusieurs reprises dans son livre le mot gastronomie, qui est maintenant rentré dans la langue française et qui veut dire à peu près ce qu'il veut dire aujourd'hui. Donc lui définit la gastronomie, et je trouve que c'est une belle définition, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Et un peu plus loin, là aussi accrochez-vous, un peu plus loin dans cette même méditation qui est la méditation 3, il prône la création d'une académie des gastronomes et il dit « Il est impossible qu'avant le laps de peu d'années, la gastronomie n'ait pas ses académiciens. » Donc c'est aussi un passage prémonitoire de ce que nous vivons en ce moment. Donc n'est pas ses académiciens, ses cours, ses professeurs et ses propositions de prix. Et en fait, il l'avoue, Brillat-Savarin, c'est une idée qui n'est pas de lui directement, mais qu'il emprunte à son patron. À l'époque, il est juge à la Cour de cassation, et son patron, qui est le président de la Cour de cassation, s'appelle Pierre-Paul Nicolas Henrion de Pensay, qui mourra quelques années plus tard, en 1829. Et Brillat-Savarin dit « Monsieur le président H de P, c'est son patron, dont l'enjouement spirituel a bravé les glaces de l'âge, s'adressant à trois des savants les plus distingués de l'époque actuelle, et il les cite, messieurs de Laplace, Chaptal et Berthollet, leur disait en 1812 « Je regarde la découverte d'un mets nouveau qui soutient notre appétit et prolonge nos jouissances comme un événement plus intéressant que la découverte d'une étoile. » Et ça, Brillat-Savarin reprend ça dans ses aphorismes, que découvrir une étoile, c'est très bien, mais ça n'apporte rien au monde, tandis que découvrir un plat nouveau, ça, c'est vraiment important pour l'avenir de l'humanité. Et surtout, écoutez bien cette phrase de Henrion de Pensay, « Je ne regarderai point, continuait ce magistrat, les sciences comme suffisamment honorées, ni comme convenablement représentées, tant que je ne verrai pas un cuisinier siéger à la première classe de l'Institut. » Donc c'est dit très clairement, il faut un cuisinier à l'Institut de France. Il a fallu 2 siècles pour que les confrères lisent ce passage, enfin, ou du moins entendent parler de ce passage et rentrent dans les faits. Alors le problème, c'est qu'il parle de la première classe. À l'époque, il n'y a pas les 5 académies, il y a 3 classes. Et la première classe, elle comporte les sciences physiques et mathématiques. Donc on rattache la cuisine aux sciences physiques et mathématiques, ce qui n'est pas totalement idiot, mais avouons que c'est un peu réducteur. La 3e classe, elle comporte la littérature et les beaux-arts. C'est là où il aurait fallu sans doute rattacher la gastronomie. Et la 2e classe, qui sera supprimée par Napoléon parce que c'était des enquiquineurs, c'était la classe des sciences morales et politiques que, heureusement, Guizot a rétablie en 1832. Alors il faudra 2 siècles pour que cette idée majeure, décisive, refasse surface. Et très rares sont les membres de l'Institut qui, pendant cette longue glaciation, affirment tenir la gastronomie en haute estime. Alors certains la pratiquent, plus ou moins discrètement, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un quand même que je voudrais citer, qui est un philosophe dont le nom d'origine était Jean-François Ricard, plus connu sous le nom de Jean-François Revel. Et vous savez d'où vient ce changement de nom, il l'explique, c'est quand même très très étonnant. Voilà, c'est lui qui, dans une interview à Olivier Todd, explique pourquoi il a changé de nom. Professeur de philosophie en 1957, j'ai pensé qu'il n'était pas très adroit pour enthousiasmer mes élèves de signer un ouvrage où je leur expliquais que la philo était de la fumisterie. Pour simplifier, bien sûr, c'est plus compliqué en réalité. Avec des amis, j'avais mes habitudes dans un restaurant chez Revel, rue Montpensier. Longtemps, j'ai été Ricard dit Revel. Donc il a pris ce pseudo, et puis comme il a eu un certain succès avec ce pseudo, il a changé officiellement de nom, et donc le nom
sous lequel il est mort et qui est inscrit à l'état civil, c'est Revel. Je crois qu'il n'y a pas grand monde dans l'histoire de l'humanité qui a changé de nom pour prendre le nom d'un restaurant. Donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Savoie avec un Y dans l'avenir, à part ceux que tu as semés dans le monde. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. Alors Revel, comme vous le savez, non seulement était un gourmet, cuisinait lui-même, et il a écrit ce livre décisif qui s'appelle Un festin en paroles, qui est un livre absolument merveilleux que s'il y a encore des étudiants, oui, il y en a quelques-uns au fond, il faut absolument que vous lisiez Un festin en paroles de Jean-François Revel. Alors, peu auparavant, il s'était quand même passé un événement important en France, en 1975, le 25 février, puisque à l'Élysée, pour la première fois, le président de la République remettait la Légion d'honneur à un cuisinier. C'est le fameux repas, vous le savez, de la remise de la Légion d'honneur à Paul Bocuse, auquel Valéry Giscard d'Estaing avait convié un certain nombre de cuisiniers importants en France, Pierre et Jean Troisgros, que connaît bien Guy Savoie, puisque je crois que tu en as été l'élève quand tu étais petit, Charles Barrier, Pierre Laporte, Alain Chapelle, Roger Verger, Jean-Pierre Héberlin et Michel Guérard. Donc, ce déjeuner, peut-être pour vous mettre en appétit, vous vous souvenez ce qu'on a servi à ce déjeuner, c'était la fameuse soupe de truffe VGE, aujourd'hui dite Élysée, absolument merveilleuse, l'escalope de saumon de Loire à l'oseille des frères Troisgros, le canard Claude Joly de Michel Guérard, les petites salades du moulin de Roger Verger, les fromages et les desserts de Paul Bocuse, tout ça arrosé de Montrachet, quand même, dont je n'arrive pas à lire le millésime, c'était un beau millésime. Il y avait du Château Margaux, des Magnums de Krug et du Roederer 1926, puisque Bocuse était né en 1926. Alors, en fait, Paul Bocuse n'était pas le premier cuisinier à avoir été honoré ainsi par la République et par un président de la République, puisque, reportons-nous un siècle en arrière, le 11 novembre 1919, un an après la signature de l'armistice, Raymond Poincaré rendit visite à Londres aux Alliés et organisa une réception de la communauté française au palais Saint-James. Et sans l'avoir averti, il a remis la Légion d'honneur à Escoffier, qui en était tout rose de plaisir, parce qu'il ne s'attendait pas à cela. Et le président de la République, il était à l'époque chef du Carlton, non plus du Savoie, mais du Carlton, et il reçut la Légion d'honneur de Poincaré. Mais Escoffier avait une célébrité mondiale déjà à l'époque, et un peu plus tard, c'était en 1928, au Palais d'Orsay, au Palais d'Orsay, c'est ça, donc au ministère des Affaires étrangères, qui servait beaucoup pour les grandes réceptions. Édouard Herriot organise un grand déjeuner en l'honneur d'Escoffier, toujours, et lui remet le grade d'officier de la Légion d'honneur. Et Herriot, qui était assez gourmet, comme vous le savez, qui aimait surtout l'andouillette, vous connaissez tous l'histoire, bien sûr, l'andouillette qui est comme la politique, c'est-à-dire qu'elle doit sentir la merde, mais pas trop. Mais Herriot déclara au cours de ce discours « Pourquoi j'ai tant de plaisir à offrir cette haute distinction à un homme que vous vénérez ? C'est parce qu'il n'est pas seulement un véritable artiste de sa profession, c'est qu'il est, ce que j'apprécie par-dessus tout, un homme de cœur. » C'est à peu près ce qu'on peut dire aussi de notre ami Guy Savoie. Alors, les choses s'accélèrent un peu plus tard, 1985. Là, je rejoins ce qu'a dit Francis. À l'époque, il y a un ministre de la Culture qui réellement s'intéresse à la gastronomie, qui cuisine lui-même, qui fréquente beaucoup les restaurants. Il s'agit de Jacques Lang. Il y a eu d'autres ministres de la Culture qui s'intéressaient à la bonne chère et qui fréquentaient les restaurants, ne serait-ce que Malraux, qui, je crois, a une recette de pigeon chez Lasserre. Et puis Maurice Druon, qui aussi se tenait très bien à table et qui aimait en particulier les vins de Bordeaux. Il n'aimait pas beaucoup les Bourgognes, ce qui est un petit défaut qu'il avait, mais ça se soigne. Alors, en tout cas, que ce soit Druon ou André Malraux, ils n'avaient jamais considéré que la cuisine, la gastronomie devait rentrer dans les préoccupations du ministère de la Culture. Jacques Lang, oui. Et donc, il y a un acte très important. Le 11 février 1985, Jacques Lang et Michel Rocard, qui est alors ministre de l'Agriculture, commandent au journaliste et essayiste Jean Ferniaud, qui est décédé en 2012 et qui est, comme chacun sait, une fine gueule,
un rapport sur la promotion des arts culinaires. Ferniaud travaille 2 mois, rencontre 200 personnalités de la haute cuisine, des arts de la table, de l'industrie hôtelière, des activités agroalimentaires, de la distribution, et il rend son rapport alors à Jacques Lang, et le ministre de l'Agriculture vient de changer 3 jours avant, c'est Henri Nallet qui est le ministre de l'Agriculture, qui n'est pas connu pour sa passion pour la gastronomie, je crois, mais ça ne fait rien, il reçoit quand même le rapport, et Jean Ferniaud, ce rapport est vraiment très important. Il préconise la création de 2 institutions pour rendre plus visible le prestige de la cuisine française. La première, c'est une école nationale des arts culinaires comportant une unité de recherche. Elle n'a pas encore vu le jour, même si sa création est toujours évoquée. C'est peut-être l'Institut Life de ex-Paul Bocuse qui s'en rapproche le plus à l'heure actuelle, et peut-être l'IEHCA, mais qui est plus un lieu de recherche que, encore qu'il y a aussi des formations liées à l'Université de Tours. Donc peut-être que l'IEHCA est l'une des réalisations qui est la conséquence du rapport Ferniaud. Et la seconde proposition de Ferniaud, c'est la création d'un Centre national des arts culinaires qui permettant en un seul lieu la confrontation des cuisines régionales, françaises et étrangères. C'est le CNAC, créé en 1989 et qui disparaîtra en 2000, dont il reste quand même quelque chose de très important. Ce sont les 24 volumes de la collection de l'inventaire du patrimoine culinaire qui a été coordonné par les 2 universitaires américains que j'évoquais, Mary et Philip Hyman, et qui couvre toute la France, y compris les départements d'outre-mer, à part la Réunion. Il ne manque que la Réunion et les territoires d'outre-mer qui mériteraient aussi, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Saint-Pierre-et-Miquelon, bien entendu, qui mériteraient des volumes. Alors, c'est dans le prolongement aussi de ce rapport Ferniaud qui est créé après les rendez-vous de l'histoire de bois de 99, c'est ça ? 98, qui est créé donc en 2001, l'IEHCA, qui nous réunit aujourd'hui et dont il faut vraiment se féliciter, non seulement de l'existence, mais du travail énorme qui est accompli avec des moyens trop faibles qui sont ceux de l'IEHCA, je peux dire ça, parce qu'il y a sûrement des financeurs dans la salle. Alors, la première page du rapport Ferniaud est à graver dans le marbre, parce qu'elle exprime des idées qui mettront un peu de temps à rentrer dans les faits. Il dit « La cuisine, telle du moins qu'on la conçoit dans certains pays, au premier rang desquels se trouve la France, c'est un art. » Il le dit explicitement. De cette vérité, continue Ferniaud, doivent se pénétrer tous ceux qui, à des degrés divers, participent à son exécution, comme tous ceux qui, à des degrés divers, en jouissent. Art, la cuisine est au plein sens du mot. Pas plus que la musique ne se contente d'assembler les sons, la peinture des couleurs, la littérature des mots, la cuisine ne se borne pas à juxtaposer des saveurs. C'est déjà une préfiguration d'une dérive de la cuisine, d'une certaine cuisine actuelle qui est dans la juxtaposition et la déconstruction plutôt que dans la symphonie. Ça y est, j'ai craché mon venin. Et je continue, je cite toujours Ferniaud, elle a même des titres particuliers à notre admiration. Plus que tous les autres, elle est populaire, démocratique. Il faut se nourrir chaque jour, alors qu'on peut n'avoir contemplé aucune toile ni écouter aucun concert en 24 heures. C'est vrai, on peut ne pas aller dans les expositions ni aller au concert, mais on doit se nourrir. Et autant que le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, le souper et le repas nocturne soient des moments artistiques et des moments de jouissance totale. On a certainement cuisiné avant de peindre les fraises de Lascaux. Elle qui charme la vue, l'odorat, le goût, parfois même le toucher et l'oreille, qui n'aime pas se saisir d'un pain, caresser une aubergine, écouter le beurre chanter dans la poêle, et toute modestie. Existe-t-il des maîtres en d'autres arts que celui-là, contraints de se remettre en cause chaque jour ? En est-il d'autres dont les décorations, pour lui les décorations c'est les distinctions des guides touristiques, peuvent à tout moment être arrachées ? No comment. C'est au sein de l'IEHCA de Tours, à l'initiative de son inventif directeur Francis Chevrier, qu'a germé en 2006 l'idée de tenter de faire inscrire la gastronomie française sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça vient d'être rappelé. Le concept de patrimoine immatériel est assez ancien. Il a émergé en 1982 à la conférence UNESCO de Mexico, qui a préconisé d'inclure dans le patrimoine culturel, je cite, « les créations anonymes surgies de l'âme populaire,
matériels et non matériels. Donc en 2003, l'Assemblée générale de l'UNESCO adopte la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui est entrée en vigueur en 2006. Et le moins qu'on puisse dire est que les experts de l'UNESCO et les ministères français de la culture et de l'agriculture n'ont pas accueilli cette idée avec enthousiasme, l'idée de faire entrer la gastronomie dans cette catégorie. Donc c'est tout le travail de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Je salue son directeur Pierre Saner. Et il faut saluer aussi l'idée, comment dire, le nez, tout ce que vous voulez, d'un conseiller du président de la République de l'époque, peu connu pour son intérêt pour la gastronomie. Le pauvre, en ce moment, n'est pas à la noce dans sa gamelle. Je parle de Nicolas Sarkozy, puisque son conseiller pour la culture était Georges-Marc Benamou, producteur de télévision, qui n'est pas resté très longtemps. Il était conseiller de mai 2007, date de l'élection de Nicolas Sarkozy, jusqu'en mars 2008. Mais nous avons eu le privilège de le rencontrer, il nous a reçus, et on lui a exposé ce projet de faire entrer la gastronomie au patrimoine de l'UNESCO. Il a été enthousiasmé, j'en parle au président, et quelques jours plus tard, nous avions la réponse, le président est totalement d'accord, il va vous aider, etc. Cela dit, c'est un mot entre deux portes. Il a fallu après travailler au corps le président, et j'ai le souvenir d'avoir rédigé quelques SMS dans la petite salle à manger où on était quand même nourri, faut le dire, de Guy Savoy, puisque Guy Savoy pouvait envoyer directement des SMS au président de la République. On peut le dire, ça fait partie de l'histoire. Et finalement, on a poussé un peu les plus hautes autorités de l'État à faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire à convaincre les ministères de préparer, de présenter ce dossier à l'UNESCO. Les ministères, c'est Affaires étrangères, culture, agriculture et toutes sortes d'autres ministères, éducation nationale, enseignement supérieur, etc. Et nous y sommes parvenus. Donc je dois témoigner, ça a été dit par Francis, que parmi les cuisiniers, celui qui de loin a été le plus enthousiaste à soutenir l'initiative, c'est Guy Savoy. Et la tâche n'a pas été trop désagréable de travailler avec lui, vous vous en doutez, même si la salle à manger de la rue Troyon était vraiment petite, mais ça fait rien, c'est pas très nombreux, et la table un peu trop petite pour tous les plats qu'il apportait pour encourager nos cogitations. Alors finalement, donc, en novembre 2010, voici 15 ans, l'UNESCO a inscrit sur cette liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, non pas la gastronomie française, mais le rituel qui est le repas gastronomique des Françaises, qui est finalement une de ces belles appellations, et on a très bien fait de changer ce nom-là, le nom auquel on avait pensé au départ. Et puis la France est engagée à créer un certain nombre d'institutions, dont une cité de la gastronomie. Et finalement, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé pendant les 2 années qui ont suivi, mais finalement, on a attribué le label, c'est la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires qui a suggéré au gouvernement de le faire, le label Cité de la gastronomie à 4 villes, Tours, bien entendu, d'où était partie l'idée de faire reconnaître la gastronomie au patrimoine de l'UNESCO, Dijon, Lyon et Paris-Rungis. Alors, Tours a vu le jour, au moins la partie recherche, enseignement, donc c'est l'IEHCA. Maintenant, je vois qu'avec les cantines scolaires, ça prend de l'épaisseur. Et puis après, je crois qu'il y a des projets autour des Halles de Dijon, donc tout ça est formidable. Donc Tours, ça suit son chemin, et avec beaucoup de ferveur, je crois, de la part des habitants de Tours. Et je veux mentionner aussi la mémoire de Jean Germain, parce que c'est lui aussi qui poussait très fort au départ cette création d'une cité de la gastronomie à Tours. Je veux saluer aussi François Rebsamen, qui a pris très à cœur l'idée de créer une cité de la gastronomie à Dijon, qui l'a ouverte. Il y a toujours des problèmes qui se posent de gestion, de finances, etc. Lyon, hélas, a ouvert une cité de la gastronomie dans un endroit magnifique dans les hospices civils. Malheureusement, ça a fermé et ça ne semble pas passionner les élus actuels de la ville de Lyon. Et quant à Paris-Rungis, normalement, cette cité devrait voir le jour d'ici 2 ans à peu près, grâce à l'arrivée du métro. C'est la prolongation de la ligne 14 entre Paris et Orly, et qui s'arrête à côté des Halles de Rungis, enfin du marché d'intérêt national de Rungis. Et donc c'est là où va s'ouvrir la halle des trésors gastronomiques et un certain nombre d'institutions. Alors il manque quelque chose dans tout ça, et c'était dans le rapport de Jean Ferniaud que je cite, j'ai presque terminé, rassurez-vous. Jean Ferniaud disait
Il n'existe pas en France, patrie de la cuisine, des vins et des arts de la table, de véritables musées ou conservatoires qui réunissent les trésors de notre patrimoine. Je souhaite, je pense que nous sommes nombreux à le souhaiter ici, que ce vœu se réalise un jour. Alors, la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires avait eu une idée géniale. Jean-Michel Villemotte connaît bien ce projet. C'était l'hôtel de la Marine à Paris, place de la Concorde. Et le mot Concorde, qu'est-ce qu'il y a de plus, de plus rassembleur des Français, donc de la Concorde, que la gastronomie? Les Français ne s'entendent sur rien. Politique, religion, etc., marque de voiture, tout ce qu'on veut, ordinateur, on est en désaccord sur tout, sauf autour d'une table où on arrive à peu près à faire travailler ensemble nos compatriotes. Donc faire dans l'hôtel de la Marine, qui aujourd'hui est une addition de projets qui n'ont rien à voir entre eux, une collection de beaux objets de l'émir du Qatar, des grands salons splendides, mais dans lesquels il ne se passe rien, sur la place de la Concorde, un bout de restaurant. Bon, tout ça n'a ni queue ni tête. C'est l'endroit, je pense, mon cher Jean-Michel, et mon cher Guy, il faut que nous fassions renaître ce projet et récupérer l'hôtel de la Marine, puisque le président Giscard d'Estaing voulait y mettre les bijoux de la couronne. Il n'y a plus de bijoux de la couronne maintenant. Donc, mettons... Comment ? Oui, on peut le dire. Il nous pardonnera là-haut. Le président Giscard d'Estaing dit on ne va pas mettre le palais de Dame Tartine avec les bijoux de mes ancêtres. Vous imaginez, palais de Dame Tartine. Bon. Alors que nous avons des musées qui regorgent dans leurs réserves d'objets d'art de la table exceptionnels, qu'on pourrait avoir des tables dressées, que la République possède des collections de Sèvres exceptionnelles. L'Élysée, dans les réserves de l'Élysée, il y a des services de Sèvres exceptionnels que personne ne connaît, ça nous appartient. Ce sont nos trésors, il faut les montrer, absolument. Donc on va le faire. Je pense que l'Académie des Beaux-Arts, avec tout le poids culturel qu'elle a, va pouvoir faire aboutir ce projet. Alors, je termine. Jean-Claude Ribaud, qui regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui, qui, vous savez, l'ancien chroniqueur gastronomique du Monde et qui a été un fervent soutien du projet de reconnaissance du repas gastronomique, se souvient, m'a-t-il dit, d'avoir entendu pour la première fois suggérer l'idée de faire entrer un cuisinier à l'Académie des Beaux-Arts, ici même. C'était le 3 décembre 2005, c'est-à-dire les premiers entretiens, on dit entretien, François Rabelais, les premiers entretiens François Rabelais, au cours d'une table ronde de clôture qu'il animait. Et participaient à cette table ronde, je cite les noms, Catherine Clément, Marc Véra, Alain Ducasse, Pierre Chénier, Michel Guérard et Jean Miot. Plusieurs d'entre eux nous ont quittés maintenant, mais c'est là où, pour la première fois, il a entendu parler clairement, concrètement de ce projet. Donc, il regrette de ne pas être parmi vous pour des raisons de santé aussi, mais il pense beaucoup à nous et nous pensons à lui. Alors, d'autres diront dans les journées qui suivent ou dans la journée aujourd'hui quelles sont les 1000 qualités de Guy Savoy qui justifient pleinement son entrée à l'Académie des Beaux-Arts. Moi, en ce qui me concerne, j'insisterai sur sa cuisine que j'appellerais d'évidence et symphonique. Pas plus de 3 ingrédients principaux par plat, c'est ça ? Comme par exemple ces moules au mousseron terre et mer qui sont un des plats phares, ou sa soupe d'artichaut que tout le monde connaît, enfin presque tout le monde, sinon précipitez-vous. Enfin, d'ici un mois, quand les truffes vont être mûres, parce que c'est mieux quand même quand elles sont fraîches et en saison. J'ajouterai sa manière humaniste de diriger sa cuisine et la salle de son restaurant, son intérêt pour l'histoire et le patrimoine, et il a publié plusieurs livres sur ce sujet, sa passion pour les autres beaux-arts, et votre présence, mes chers consoeurs, confrères, en témoigne, et enfin, sa chaleur humaine qui me font penser au père du modèle gastronomique français, Jean-Anthelme Brillat-Savarin, dont tu es l'une des réincarnations sur Terre, qui a publié donc son extraordinaire livre il y a 2 siècles. Un mot encore. L'Académie des Beaux-Arts s'est grandie en élisant enfin un cuisinier en son sein. Elle se grandira davantage encore en choisissant maintenant un grand vigneron. Parce qu'un grand plat et un grand vin ont ceci de commun qu'ils sont fruits de la terre et du travail des hommes, comme on dit dans les églises, qu'ils font appel aux 5 sens, qu'ils sont créatifs, symphoniques, émouvants, et en un mot, qu'ils sont des œuvres d'art. Et Guy Savoy le sait bien, le mariage des mets et des vins est d'amour sensuel, parfois torride. Et mes papilles et celles de je ne sais plus qui étaient présents à ce repas se souviennent encore de l'effusion diabolique entre un lièvre à la royale
et le Grand Sauternes qui est le château Rieux-Sec. Merci de votre attention, bon appétit et large soif.